Bon, débat sur le budget qui commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous avez participé à ce débat ou... Bah oui, j'ai participé un peu. Moi, ce qui me paraît la grande marque, Oui. c'est le scandale du crédit d'impôt compétitivité emploi. On a des études qui montrent que ça ne sert à rien, le CICE. Que ça a au mieux sauvé ou sauvegardé 100 000 emplois. Ça coûte plus de 20 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 200 000 euros par emploi par an. On est dans un truc complètement délirant. Et là, cette année, on va décider de l'augmenter et de le pérenniser, de l'inscrire dans la durée, de fait qu'il ne sera plus remis en cause tous les ans. Eh bien, c'est un choix, là je le dis, c'est un choix majeur. Parce que ce sont des centaines de milliers de postes qui pourraient être créés ailleurs. Et on va parler des emplois, ce que j'appelle les métiers du tendre, les accompagnantes pour enfants handicapés, les assistantes maternelles, les personnes qui s'occupent des personnes âgées en auxiliaire de vie sociale, les animateurs périscolaires éventuellement. Il y a tout un champ, ce que j'appelle les métiers du tendre, qui demanderaient à être... statufié, à construire un statut, à être déprécarisé, à construire des vrais revenus autour de ça, et à la place on donne 24 milliards d'euros pour quelque chose qui ne servira à rien du tout. À propos des élèves handicapés et des accompagnants des élèves handicapés, Roger, c'était jeudi, d'une proposition de loi sur les élèves handicapés déposée par les Républicains. On est bien d'accord, hein? Oui. Et là, vous aviez préparé votre coup, vous arrivez dans l'hémicycle avec un texte, et vous vous scandalisez. Vous protestez, oui. C'est cela. J'avais prévenu en commission, j'ai vu la manière dont se passait l'examen de cette proposition de loi d'un homme de droite, Aurélien Pradier. J'ai vu la manière dont ça se passait en commission. C'est-à-dire que je suis arrivé, moi, avec mes amendements, vous les avez ici, j'ai travaillé en amont avec mes collaborateurs, nous avons déposé des amendements, nous avons tenté d'améliorer ce texte qui nous paraissait améliorable, nous avons débattu avec le rapporteur, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les députés En Marche qui n'avaient aucun amendement à proposer, qui ne débattaient absolument pas durant la commission, et qui à la fin votaient contre. Et je les ai prévenus. Je leur ai dit, sur ce thème-là... Vous leur aviez dit avant? Oui, j'ai la vidéo sur ma page Facebook. Je leur ai dit, sur ce thème-là, si jamais vous déposez une motion de rejet préalable, je vous assure que ça sera scandaleux. Ça sera scandaleux pour moi et ça sera scandaleux pour le pays. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'une motion de rejet préalable? Ça veut dire que c'est pas seulement qu'on rejette la proposition, c'est qu'on rejette le fait de débattre de la proposition. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont déposé une motion de rejet préalable qui interdisait pas seulement qu'on avance sur le statut des accompagnants, mais que simplement on en débatte dans l'hémicycle. Et ce débat, du coup, n'a pas eu lieu parce que comme ils sont la majorité toute puissante, eh ben, ils ont décidé d'écarter ça. Et je les avais prévenus à l'avance que je considérerais ce comportement comme scandaleux. Et je suis pas le seul à trouver ça scandaleux dans le pays. Parce que quand on a des femmes qui sont payées entre 650 et 750 euros par mois, et c'est par dizaines de milliers, et qu'on dit, bah voilà, c'est plutôt positif ce qui se passe. Mais non, ça peut pas être ressenti comme positif. Quand ces femmes-là, on leur dit, bah on a créé des emplois d'AESH, c'est super. C'est quoi? C'est 6 contrats de 1 an, et au bout de 6 ans, on peut devenir titulaire. C'est ça la sortie de la précarité. Emmanuel Macron, il avait promis un revenu digne pour ce métier-là. Un revenu digne, c'est entre 650 et 750 euros par mois. J'entends le ministre de l'Éducation... C'est pas un temps plein, c'est pas pour 35 heures que les choses soient claires. C'est tout le problème, c'est comment on construit des temps pleins. Oui, parce qu'il y a l'accompagnement dans l'école et il y a l'accompagnement hors école. L'accompagnement dans l'école est l'affaire de l'Éducation nationale, l'accompagnement hors école est l'affaire des mairies, des municipalités. On ne sait pas qui, à vrai dire, aujourd'hui. François Ruffin. Aujourd'hui, la question, quand j'entends M. Blanquer qui dit... Lamentable, lamentable. Il dit, c'est lamentable ce qu'a fait François Ruffin. Pourquoi? Je prends ses arguments, vous allez répondre. Hein. Ce qui est mis en œuvre est important, dit-il, mais ça prend du temps. La proposition de loi n'avait aucun intérêt sur le fond. Elle n'était faite que pour faire du bruit. Elle propose des choses que nous faisons déjà. Ça a été fait à la va-vite, ça a été rejeté comme toute proposition de ce type. 11 000 accompagnants supplémentaires cette année. 11 000 cette année. Et plus de postes créés à la rentrée prochaine. Le gouvernement fait des efforts ou pas? La première chose, c'est, je rappelle, c'est une motion de rejet préalable. Oui. Moi, il faudrait voir comment ce serait positionné sur la proposition de loi et ce à quoi elle aurait ressemblé à l'arrivée s'il y avait eu la possibilité d'amender et si les députés d'En Marche, qui sont quand même 300, avaient fait leur travail, avaient amendé et transformé ce texte. Il aurait fallu voir à quoi ça aurait ressemblé. Maintenant, sur le fond, on se félicite de la création de 11 000 postes. Et moi, je suis heureux. Aussi, d'ailleurs. Oui, mais je veux dire, je pense que sur la situation du handicap, on va
ça progresse dans le pays, ça progresse dans la durée. Il y a une prise en compte du handicap dans la durée dans le pays. Une prise de conscience, il y a des associations qui se mobilisent, qui mettent cette question-là sur la place publique. C'est insuffisant. Et on a encore des milliers d'enfants aujourd'hui qui ne sont pas accompagnés. On a des dizaines de milliers d'enfants qui ne trouvent pas de place dans des instituts spécialisés parce que c'est pas vrai, l'inclusion scolaire, ça marchera pas pour tout le monde non plus. Donc on est dans une situation qui est compliquée pour les gens qui le vivent, mais on peut dire... Il y a une prise en considération du politique en général et je ne nie pas qu'il puisse y avoir même une en considération du présent gouvernement sur cette succès. Mais par contre, quand on vient dire qu'il y a la création de 11 000 postes d'AESH, on peut dire que c'est insuffisant, mais c'est pas le sujet. Qu'est-ce que sont ces postes d'AESH? Je le répète, ce sont des femmes qui sont payées entre 650 et 750 euros par mois. Ce sont 6 CDD d'affilée pour éventuellement devenir titulaire. Mais qui a envie de forcément devenir titulaire d'un emploi à 650 euros par mois? Et là-dessus, il n'y a aucun travail du gouvernement, il n'y a aucune proposition de loi de la majorité, aucun projet de loi du gouvernement pour se dire comment on sort ces femmes de ce revenu de 650 à 750 euros par mois. Et aujourd'hui, c'est tous les métiers du tendre. Il y a une réponse apparemment, puisqu'à la fin du mois, c'est ce que dit, attendez, c'est ce que dit Jean-Michel Blanquer, à la fin du mois, il y a une réflexion aboutie avec de nouvelles propositions qui seront faites. J'attends de voir, hein, comme vous, mais vous pensez qu'on ne va pas assez vite, quoi. Non, mais c'est pas qu'on va pas assez vite, c'est que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été pris en compte. Oui. Ça n'a pas été pris en compte. On a pris en compte insuffisamment la situation des enfants handicapés, mais on n'a pas du tout pris en compte la situation des accompagnantes. Comment on fait pour leur assurer un revenu digne? C'est-à-dire qu'on a des femmes qui font un métier, qui est l'un des métiers, je veux dire, les plus importants. Accompagner des enfants handicapés, accompagner des enfants, les faire grandir, les faire s'épanouir et qui à la fin vivent sous le seuil de pauvreté. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il y a un déni de réalité. Je vais revenir sur votre rôle de député, François Ruffin, parce que vous pratiquez cette fonction totalement différemment. François Ruffin, vous êtes fait de la pub sur... c'est ce que disait Sophie Cluzel, de la pub sur les enfants handicapés. Ce matin sur RMC, elle nous disait cela. François Ruffin, il s'est fait de la pub sur les enfants handicapés. Vous aviez prévu le coup? Non, je vous ai dit pourquoi j'avais prévu le coup, parce que on n'a pas un coup de colère. Vous savez, j'entends coup de colère, coup de rage, coup de gueule. Ça vous vient pas comme ça, une poussée d'adrénaline. Vous voyez, d'abord, moi j'ai vu Asia, qui est une AESH dans mon coin. On a fait un groupe de discussion de ça. On a discuté de leur statut, leur contrat, comment elles galéraient, comment elles pleuraient pendant l'été parce qu'elles savaient pas si elles auraient leur travail à la rentrée. Et elles pleuraient pas seulement pour elles, mais elles pleuraient parce qu'elles accompagnaient un enfant. Elles ont construit une relation. Elles se demandent si cette relation va se déchirer. Donc j'ai vu ça d'abord. Ensuite, j'ai vu des parents d'enfants handicapés aussi. J'ai vu leurs difficultés à obtenir ça, les dossiers à remplir et tout ça. Bon, mais surtout, je le redis, j'ai vu le comportement des députés En Marche en commission. Ça m'a informé. J'ai compris qu'à ce moment-là, c'était une situation qui était scandaleuse, qu'on ne pouvait pas se comporter comme ça, et que au moins, comme quand il y a une proposition de loi qui touche à ce sujet, où il y a des dizaines de milliers de femmes à travers le pays qui vivent sous le seuil de pauvreté alors qu'elles font un métier important, eh bien on prend ça en considération, on fait son travail, on apporte des amendements, on débat, et comme ça, au moins de débattre avec les députés En Marche, ça nous aurait permis de comprendre vers où ils veulent aller. Comment on en sort de cette situation-là? Je dis pas que ça soit simple. Je dis pas que c'est simple. Je dis pas que c'est simple de sortir des dizaines de milliers de personnes de la précarité, de la pauvreté, alors qu'elles travaillent. Je dis pas que c'est simple. Mais quelles sont les pistes? Est-ce qu'on en fait des fonctionnaires de l'éducation nationale? Est-ce qu'on en fait des fonctionnaires de la fonction publique territoriale? Quel type de contrat elles vont avoir? Est-ce que c'est en accompagnant les enfants lors du temps périscolaire qui en effet fait dépendre des mairies? Mais si on avait eu des interlocuteurs à En Marche pour en débattre avec nous, on aurait avancé. Peut-être qu'à la fin, la proposition de loi n'aurait pas été votée, mais on aurait compris quelles étaient les pistes pour avancer sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on attend qu'il y ait un conseil qui se réunisse et puis peut-être que quelque chose en sortira. Bien, François Ruffin, vous exercez votre fonction un peu différemment. Vous entendez, vous écoutez la base, les citoyens, et vous essayez de porter leur voix à l'Assemblée nationale. Hein. D'ailleurs, vous allez demain à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur le site de Sanofi.
Qu'allez-vous faire là-bas à Mourinx? Je fais ce que j'appelle des commissions d'enquête officieuses et décentralisées. Comme nous sommes la minorité, nous n'avons pas régulièrement la possibilité d'avoir de véritables commissions d'enquête. On peut les demander, on ne les obtient pas. Donc, je vais sur des lieux. J'ai fait ça d'ailleurs pour les auxiliaires de vie sociale, pour les personnes âgées. J'ai fait ça dans un EHPAD. J'ai fait ça sur un autoroute qui se construit. J'arrive, je me mets derrière une table, je revais mon écharpe tricolore et j'écoute les témoignages. J'écoute les témoignages des gens. Là, demain, il va y avoir une médecin de Mourinx. Qu'est-ce qui se passe à Mourinx? On a une usine Sanofi qui a rejeté pendant des mois 190 000 fois plus de doses de promopropane, qui est une substance cancérigène, que la norme autorisée. Les services de l'État ne sont pas intervenus. Il a fallu un scandale, vos collègues de Mediapart et de France Info qui ont sorti l'information pour que enfin ça réagisse. Et voilà, mais guère plus que ça. Je veux dire, est-ce que Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table pour dire vraiment c'est pas normal ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est pas normal aussi ce qui s'est passé avec la Dépakine, puisque c'est le site qui produit de la Dépakine justement. Oui. La Dépakine, c'est 30 000 victimes recensées, 30 000 enfants, et ça fait le lien avec le premier dossier, hein? Augmentation du nombre d'enfants. Mais pourquoi est-ce que bon, Sanofi était condamné sur un dossier. Non, mais attendez, il faut dire il y a appel ou pas d'ailleurs, je ne sais plus. Mais sur un dossier. Mais attendez, on a 30 000 enfants qui souffrent d'autisme à cause de ça. C'est-à-dire à cause du fait que Sanofi savait que la Dépakine donnée aux mères épileptiques, et je ne nie pas l'utilité de la Dépakine pour les personnes qui souffrent d'épilepsie, mais quand on est enceinte, Sanofi savait que ça avait des grosses chances de donner des enfants qui souffrent d'autisme. Sanofi savait, et Sanofi a tué cette information. Sanofi a continué de dire qu'on devait le prescrire qu'on pouvait le prescrire pour les femmes enceintes. Et donc ça a donné 30 000 victimes, et il se trouve que Sanofi, aujourd'hui, c'est 6,6 milliards d'euros de verser aux actionnaires. 6,6 milliards d'euros. C'est-à-dire 90 fois plus que le Téléthon. Vous voyez? Et ça a 6 milliards pour les actionnaires, et ça n'a rien pour indemniser les victimes de son médicament. Mais moi, si j'avais fait ça, si jamais vous par hasard, ne nous le souhaitons pas, mais en voiture, on bouscule quelqu'un dans la rue. Si jamais il se produit quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va être plein de compassion. On va trouver tous les moyens de... l'indemnisation sera pas suffisante, mais on cherchera tous les moyens d'échapper un peu de culpabilité. Le truc, c'est que quand on a affaire à des multinationales, ce sont quand même des monstres froids et psychopathes, là, il faut le dire. Et quand ils font ça, à la place de s'excuser auprès de leurs victimes et à la place de chercher toutes les voies d'indemnisation, ils cherchent à échapper. Et l'État, c'est la responsabilité de l'État. L'État ne leur met pas la pression. L'État récompense Sanofi. L'État va leur verser du crédit impôt recherche supplémentaire. L'État va leur permettre qu'on mette des médicaments sur le marché. Mais le gouvernement vous répond, ne doit pas dénigrer une entreprise française qui fonctionne bien. C'est formidable. Ce que vous faites dans ce livre. Mais c'est formidable comme réponse. Chez Big Pharma, un député son collab chez Big Pharma, c'est ça? Oui, mais c'est formidable comme réponse. Oui. On leur dit, il y a 30 000 enfants qui ont souffert de la Dépakine. On leur dit, Sanofi a supprimé un tiers de ses postes de chercheurs. C'est-à-dire que c'est les médicaments de demain qui ne seront pas produits. On leur dit qu'ils détruisent des usines avant même qu'elles aient fonctionné. Vous voyez, on est dans un système qui est complètement délirant. Et que nous répond le gouvernement, marquant que sa fusion avec les multinationales, on ne doit pas dénigrer une entreprise qui fonctionne bien. C'est ça une entreprise qui fonctionne bien? Une entreprise qui fonctionne bien pour ses actionnaires. Mais est-ce qu'elle fonctionne bien pour les assurés sociaux que nous sommes? Est-ce qu'elle fonctionne bien pour même, je dirais, pour le tiers-monde qui a besoin de médicaments anti-infectieux et que Sanofi refuse, sur lequel Sanofi refuse de faire de recherche? Est-ce que c'est ça fonctionner bien? Bien, François Ruffin, j'ai 3 dernières questions de société sur lesquelles je ne vous ai pas entendu. Le Canada va légaliser le cannabis. Est-ce que la France doit faire pareil? Je ferai la même chose que ce que je fais sur les AESH et ainsi de suite. C'est si la question est mise à l'ordre du jour, j'entendrai les différentes parties prenantes et je réfléchirai plus sérieusement à cette question. La GPA, vous êtes favorable à la légalisation? Personnellement, la PMA... mais c'est pareil, c'est ce que c'est Monsieur Neumann qui m'interrogeait dans le couloir. Non, c'est Monsieur Barbier qui m'interrogeait dans le couloir là-dessus. Et je vous donne mon sentiment a priori comme ça. Ouais. Mon sentiment, c'est que la procréation médicale assistée, j'y suis plutôt favorable. La gestation pour autrui, plutôt défavorable. Mais de la même manière, sur tous des thèmes que je sens que je maîtrise pas suffisamment, je souhaite entendre les personnes, les parties prenantes. Qu'est-ce que ça représente comme souffrance, comme frustration et ainsi de suite, avant de me faire ma propre opinion et d'aller la défendre avec force. Parce que vous savez, quand je pousse un coup de gueule, comme on dit, c'est parce que je me suis forgé une opinion et que je la défendrai avec force. Est-ce que vous êtes végane? Non, je suis pas végane.
Non, je suis pas vegan. Non, vous n'êtes pas vegan. Mais je respecte les véganes, je respecte les végétariens, j'aime la viande, mais voilà. Mais ceci dit, je pense qu'il faut aller vers une sérieuse transformation de l'industrie agroalimentaire. Ce week-end, j'étais au salon de la basse-cour à Saint-Ouen, dans ma circonscription, et on me montrait des poules, notamment la gournée normande, qui a disparu, qui était en voie de disparition, mais il faut recréer des filières pour qu'on ait autre chose que les grands élevages en batterie. Et j'ai voté, par exemple, pour la fin des œufs de poule en batterie. Hein. Donc, il faut aller vers une transformation de ça. Merci François Ruffin. Ça va? Très bien. Et bon, d'accord, très bien. Merci à vous. Merci. 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.